pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie d'Isabelle Mergo, Isabelle Motro, Maureen Dor, Philippe Alfonsi. Et il est certainement encore dans sa nouvelle voiture dont je n'arrive pas à retenir le nom à nous écouter. Il s'agit bien sûr de Pierre Bénichou. Et une fois de plus, il est en retard. C'est vous dire, puisque nous sommes en direct ce matin chez Jean-Marc Morandini, un auditeur ou une auditrice me disait, mais pourquoi faites pas vos émissions en direct? Il est 16h30 minutes, 46, 47, 48. 49, j'ai trop vite que les secondes. 50 secondes, là, on est en direct. S'il y a 35, Pierre Bénichou n'est pas là, on l'expulse du pays. Qu'est-ce que vous en pensez, Maureen? Non, alors là, voilà, on voit que tu n'es pas père. Ah. Il faut absolument toujours avoir des punitions qu'on peut pouvoir faire. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de dire à un enfant, si tu fais ça, je te noie. On sait qu'on va pas le noyer, donc le môme s'en fout. Il sait qu'il sera Pierre pas noyé. Bénichou n'est plus un enfant, je sais pas si vous avez remarqué. Non, mais si vous dites que vous allez l'expulser, vous savez très bien que vous n'allez pas l'expulser. Et lui aussi. Du pays, a-t-il dit. Si. En tout cas, c'est un chouchou, hein, parce que sinon on arrive en retard. Oh là 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 là. Nous, on sera vraiment expulsés. Oh là là. Je n'ose même pas y penser, franchement. Non, pas vous, Isabelle. Oh, tiens. Oh, je vous ai pardonné tellement de choses. Qu'est-ce que... Ça, c'est vrai. Alors, franchement, vous êtes bien injuste à mon égard, je trouve. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme punition? Écoutez, je pense que la pire des punitions, c'est celle qu'il est en train de vivre en écoutant dans sa voiture les propos qu'on tient. Et il ne peut pas répondre. Et sur son compte, et qu'en plus, effectivement... Oh, ça, c'est pas sûr. Il est en train de répondre dans sa voiture, bande de connards. Oui, absolument. Ils sont en train de ramer sans moi. Ça sent que je suis pas là. Alors non, moi je propose, comme la maison de la radio est à... Enfin non, pardon, je vais dire la maison d'Europe 1 est à côté. Non mais dites-lui, vous avez raison. On est à Europe. Vous avez raison, dites-lui qu'on est en train de faire l'émission à la maison de la radio. On va gagner un peu de temps encore. Non, et moi j'aimerais bien, il doit absolument passer dans le magasin où il y a des chocolats et nous amener au moins des pâtes de fruits, ou alors des fruits confits. Voilà. Enfin un truc, Une sucrerie. Il doit nous amener un petit cadeau. Une petite douceur. Exactement. Voilà. Quitte à être en retard 5 minutes de plus, on s'en fout. Exactement, oui, même une demi-heure, allez. Parce que là, Moi je serais lui, je repartirais Et même. qu'il faut que ça soit son salaire de cette émission qui y passe. Donc grand quoi. Non, parce que là, il pourra jamais transporter tout ça dans le taxi. Et puis surtout, on va être malade. L'indigestion, vous connaissez quand même, Maureen Dor. En tout cas, nous, on connaît quand vous êtes là parfois. Ma petite Maureen. Tiens, d'ailleurs, j'ai des lettres de soutien, hein, vous qui me taclez de temps en temps, chère Isabelle Mergo. Regardez. Ah oui, Christine, par exemple, elle m'a dit, envoyez-les se faire voir quand ils se moquent de vous, Laurent. Dites ce que vous voulez. Dites Real de Madrid si vous en avez envie. Parlez anglais comme une vache espagnole si vous avez envie de le faire. Moi, je trouve que c'est ce qui fait votre charme. Voyez, hein, ça c'est gentil. J'ai une lettre alors plus curieuse. Je vais pas citer le nom du monsieur qui m'envoie cette lettre, mais c'est assez marrant quand même. Cher Laurent Ruquier, je vous suis plus ou moins régulièrement depuis quelques années à la radio et à la télévision. Durant toutes ces années, je ne m'étais pas rendu compte du problème postural que vous aviez. Mais hier, quand je vous ai vu à la télévision, dans votre publicité pour votre nouvelle émission, quand vous vous levez à la fin, il m'est apparu nécessaire de vous écrire. En effet, je suis professeur de sport à domicile et il me semble essentiel que nous travaillions la posture ensemble. Je tiens à vous préciser que je ne suis pas gay, ma femme attend des jumeaux pour février. Ah, donc c'est uniquement professionnel. Hein. Pourquoi il précise? Il n'a pas besoin de me dire. Je me dis parce qu'il dit il faut que vous travailliez la posture ensemble. Ça fait un peu... ça fait un peu bizarre, c'est vrai. On a un peu ricané d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est bien le problème postural. Moi, j'aime bien. Oui, mais alors moi, je trouve postural. qu'il devrait s'expliquer davantage parce qu'on ne sait pas exactement ce elle, qu'il a dit. elle a quoi ma posture? Bah oui. Enfin, franchement, une très On belle sait posture. pas exactement là. Elle vaut pas celle de Pierre Bénichou, mais quand il est pas là, elle la vaut largement. Je voulais savoir si participer à l'émission était payant. Loin d'être radin, je suis en visite à Paris le 2 octobre prochain et je voulais visiter quelques monuments comme la Tour Eiffel, le Louvre et éventuellement voir Pierre Bénichou. C'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. Ah ben heureusement que la personne n'est pas venue aujourd'hui, mais c'est gratuit. Hein, autant le dire, c'est quoi qu'il y a des jours on devrait faire payer. Moi, je trouve. On va faire passer un chapeau là parmi les. Oui, on va faire la quête après. Mais quoi. la journée du patrimoine, c'est gratuit aussi. Ah oui. Mais oui, quand on rentre dans les monuments, c'est gratuit. Ah, je vais faire une journée porte ouverte chez moi, disons. Mais c'est ce week-end hein, d'ailleurs. C'est pas vrai. Mais oui, c'est ce Oh week-end. là, faut que je me Samedi, prépare. dimanche. J'espère que j'aurai du monde. Oh, il y aura sûrement la queue devant chez vous. Ah, c'est vrai, on peut visiter vraiment tous les monuments qu'on veut, hein, on peut les visiter gratos ce week-end. Ceux qui sont ouverts, oui. Ceux qui sont ouverts, évidemment, pas ceux qui sont fermés. Attention. C'est lui.
16h35 minutes. Les mains vides. Je prends le métro pour être à l'heure, ce qui m'arrive jamais de prendre le métro pour être à l'heure. Parce que je me suis dit, cette fois, il faut que je sois en avance de 10 minutes. Oui. Je prends le métro. Vous m'écoutez, chers auditeurs? Bon, donc, je suis dans le métro. Oui. À 15h30 dans le métro. 15h45, 3 flics arrivent à la station Pigalle. Qu'est-ce que vous faisiez station Pigalle? Je sortais du Moulin Rouge. J'avais pris le métro à la station Pigalle. Arrive comme là-dedans. Par hasard. Alors que le Moulin Rouge, c'est station blanche. Le métro a été arrêté pendant 25 minutes. Le temps de venir jusqu'ici, me voici. Oui, c'est parce que Gérard Miller faisait... Je sais ce que c'est que le métro maintenant. Je me moquerai plus jamais des pauvres. Pierre Bénichou, au cas où. Je vous signale que l'émission à laquelle vous participiez au Moulin Rouge, c'est moi qui l'animais. Je vous dis ça comme ça. Ah, vous étiez là aussi. Oui. Je vous dis ça comme ça par hasard. Et donc, si vous voulez vous dire, c'est vrai que moi, je fais pas grand chose, dans mes journées. J'ai pas, mais, par rapport à vous, je veux dire, j'ai très peu d'émissions dans une journée, très peu d'activités, c'est bien connu. Et j'étais quand même là depuis à peu près 3/4 d'heure, vous voyez. Eh ben, moi, parce que vous êtes venu en voiture. Oui. Et moi qui ne viens plus en voiture pour ne plus être en retard, j'ai pris le métro. Et ils t'ont pas payé le taxi, peut-être, en sortant de l'émission. Je dis non au taxi. Ok, quels ont été tes changements? Ça va être très simple. Non, mais c'est pas, le changement, c'est pas ça, c'est savoir ce qui s'est passé entre 15h et même 14h30 la fin de l'émission, c'est-à-dire du côté de la rue Blanche au Moulin Rouge, et du moment où vous avez pris le métro à Pigalle. C'est ça qui m'intéresse, Pierre. Je suis directeur artistique de plusieurs cabarets. Parce que moi aussi j'ai affaire dans la journée. Le striptease moderne, c'est moi. Donc il allait relever les compteurs. Non, pas du tout relever les compteurs. Pas du tout. Je ne suis pas un souteneur. Je suis un artiste. Je suis un directeur artistique. Mais oui, c'est vrai, bon sang. Ça a été très... Non, mais Quoi? Tu sors d'un dîner, d'un déjeuner. Tu sors à un bon bar. Et je ne suis pas un enfant qu'il faut noyer. Parce que... Alors attendez, il vient de parce que dans le métro aussi, il y a la radio. Il y a la radio dans le métro maintenant. Et je n'ai pas compris ce que disaient les deux Isabelle, mais je crois que c'était pas très gentil. Si. On disait que tu devrais, pour te faire pardonner, arriver avec des douceurs. Eh bien, voici les douceurs. Régalez-vous. Alors, il disait que j'étais trop gentil avec vous, que vous étiez notre chouchou. Je ne sais pas ce qui se passe sur Europe 1, mais on entend dans notre émission, en tout cas, une autre émission. Voilà, c'est Bouvard qui dit que je suis en retard. C'est du direct, je vous l'avais dit. Oui, elle trouve que vous êtes trop mon chouchou. Ah oui, nous on se serait fait engueuler depuis vachement longtemps. Hein. Mais vous devriez toi qui es le chouchou absolu. Moi j'ai été un peu chouchou pendant 4 jours à peu près quand je suis arrivé. Mais toi t'es le chouchou depuis 22 ans à peu près. C'est le chouchou total. Tu dis merde, on dit oh qu'elle est bien jolie cette merde qu'elle m'a dit. Elle fait du cinéma, on dit oh il faut la laisser tranquille. Elle arrête le cinéma, on dit elle a raison. Non, toi tu es le chouchou, tu es la définition. Tu es l'archétype. Oui, mais je n'en profite pas et j'arrive à l'heure. Alors que toi, tu en profites. Tout le monde t'attend et tu viens comme un héros. Comme et nos pâtes de fruits, Tu es l'archétype du chouchou. C'est pas mon chouchou, Isabelle Mergo, c'est mon chouchou. D'abord. Allez, on se retrouve après la pub. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Isabelle Mergo, Maureen Doré. Les auditeurs toujours plus savants que nous qui répondent à une question qu'on se posait. Je crois que vous étiez là d'ailleurs dans cette émission, chère Isabelle Mergo. C'est pourquoi les journaux nous disent que maintenant on doit dire Titien et non plus le Titien à propos du peintre dont d'ailleurs il y a une exposition actuellement au palais du Luxembourg. Et c'est vrai qu'on a longtemps dit le Titien et maintenant on nous dit qu'il ne faut plus dire le Titien, qu'il faut dire Titien. Alors là, c'est très savant. Dominique m'explique tout et je suis très content d'apprendre quelque chose. En fait, voilà, le Titien ou le Titien s'appelait de son vrai nom Tiziano Vecchiello di Gregorio. Et Tiziano était non pas son nom, mais son prénom. C'est son prénom, donc Tiziano, qui a été retenu pour le dénommer, comme souvent Michel-Ange, Raphaël et quelques autres. De plus, l'italien a pour usage d'employer l'article devant les noms propres. Et par imitation, c'est ce qui a longtemps été fait en français pour le Titien. Sauf que on s'est rendu compte que Titien n'était pas son nom, mais son prénom. Donc les Français ont dit, il faut enlever le, et ce sera désormais Titien.
C'est pas une belle explication, ça? Et il y a un autre auditeur qui m'envoie un très beau proverbe qui va intéresser tous les amateurs de peinture. Le Titien aboie, le Caravage passe. C'est joli. De la grande époque étaient désignés non pas par leur prénom, mais par leur profession ou par leur... Oui, par exemple, il Tintoretto, il Caravaggio, c'était des gens dont on avait donné le métier comme nom. Alors, on disait, comme on dirait en France... Carpaccio, il travaillait au bistrot romain. Vous savez d'où ça vient, le Carpaccio? Vous savez d'où ça vient, le Carpaccio? Non. Il y avait une exposition... Non, je sais pas. Il y y avait l'exposition du Carpaccio. Du Carpaccio et je sais pas pourquoi ça va pas être facile pour vous aujourd'hui. Ça va être très facile. Il y avait l'exposition du Carpaccio qui était un peintre très célèbre. Mais et tous les murs de Venise, mais c'était dans les années 50 et 60, étaient recouverts, et le Carpaccio. Et un jour, au Harris Bar, le patron du Harris Bar faisait de la viande très coupée très finement et qu'on mangeait crue. Et elle dit, comment ça s'appelle? Il a regardé les murs et dit, il Carpaccio. Et c'est depuis que c'est resté le Carpaccio. C'est amusant, n'est-ce pas? Écoute, oui. Ah oui, je sais pas. Elle se fout de votre gueule. Ah non, je me passionne. J'en ai appris des trucs, là. Ah, il y a autre chose qu'on va apprendre, par exemple, on a parlé de Ségolène Royal qui faisait la une du Time. Et quelqu'un ici, Gérard Miller. Très judicieusement, Gérard Miller a dit, mais attention, elle fait peut-être partie, enfin, elle fait peut-être la couverture du Time, ici, chez nous, en France ou en Europe, mais peut-être qu'aux États-Unis, elle fait pas du tout la une du Time, parce qu'il y a différentes éditions du Time. Eh bien, il avait raison, Gérard Miller. En effet, Ségolène Royal ne fait la couverture que, bon, c'est déjà pas mal, vous me direz, du Time Europe. Voilà. Et non pas du Time tel qu'on peut le trouver aux États-Unis. Il y a différentes versions. Time Asia, Time Pacifique, Time Canada. Elle, c'est Time Europe. Et actuellement, aux États-Unis, c'est pas du tout Ségolène Royal qu'on voit à la une du Time, mais le bouchon d'une Rolls-Royce. C'est vous dire que, voilà. En plus, c'était pas la grosse couverture, c'était juste un petit médaillon. Pas du tout. Non, c'était la vraie couverture. Oui. Alors, c'était la grosse couverture. Ah non, c'est la grosse couverture. She shakes up France. Je confonds, alors. Elle secoue Avec la qui vous France. confondez? Je sais pas, justement, c'était un petit médaillon, j'ai pas vu le visage. Bon, alors, il y a quelqu'un d'autre qui a dit une bêtise sur cette antenne, c'est vous, Maureen Dork. Voilà, c'est ce que j'allais dire avec les trucs des Beatles. Quelle surprise. Non, pas avec les trucs des Beatles. À propos des bébés congelés par ce couple, enfin, ils sont présumés avoir congelé ces bébés, ce couple qui est désormais réfugié en France, mais qui vivait en Corée, et qui disent non, ce ne sont pas nos bébés. Les tests ADN là-bas en Corée disent mais oui, c'est leurs bébés qu'ils ont congelés. Eux, ils disent non, et vous avez dit mais non, c'est pas possible parce que la femme, des soi-disant bébés congelés, a subi une vasectomie. Or, c'est pour les hommes seulement. Exactement, la vasectomie est uniquement pour les hommes. C'est pas à moi. Une hyperectomie. Ce n'est pas à moi que vous allez dire ça. Mais bientôt l'égalité, ce sera pour les femmes aussi. Le fond est quand même important. Ce n'est pas à moi que vous allez dire ça, moi qui ai interprété une de vos œuvres majeures. Grosse chaleur. Grosse chaleur, dans lequel j'annonçais à ma femme que cet enfant ne pouvait plus être de moi, en lui disant, ouvrez les guillemets, je viens de retrouver des vieux papiers dans les archives de ma mère. Or, il se trouve que quand j'étais petit, j'ai subi une vasectomie. Ça y est, il se souvient enfin du texte. Et l'extraordinaire comédienne, j'ose interdire, disait... Brigitte Fossé disait... Une vasectomie! Parce qu'elle jouait avec conviction. Elle disait oui, c'est une opération. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire que je ne peux pas avoir d'enfant. Il dit, et alors? Il dit, ça veut dire que machin n'est pas mon fils. C'était un des moments forts de la pièce. Et vous ajoutiez après? Mais je l'aime comme le mien. La chute, faites la chute tant qu'à y être. C'était quoi la chute? Je ne suis pas. Le père? Je ne suis pas. Son père, mais il est mon fils. Non, je ne suis pas charpentier. Alors, elle me disait, mais enfin, comment l'as-tu? Il dit, tu n'es pas la Vierge Marie, je ne suis pas charpentier. Non, c'est dans le sens contraire pour que ce soit drôle. Je ne suis pas... Mais ça a dû être terrible. Tu n'es pas charpentier, tu n'es pas la Vierge Marie. Et la salle, à ce moment-là, me faisait un triomphe. J'avais le temps d'aller fumer une cigarette, de revenir. Oui. Ils étaient contents que tu sois allé jusqu'au bout, quoi, surtout. Vasectomie. Alors, la vasectomie. Mais alors, pour les hommes, c'était une... pour les hommes, donc c'est une vasectomie. Pour les femmes, c'est une hystérectomie, voilà. me dit un auditeur, mais un autre me dit que c'est une salpingectomie. Alors, voilà. Non, rien à voir. C'est une maladie, c'est une affection. Une hystérectomie. Ah oui? Bah oui, hystérique, vous savez, on dit, ça vient de utérus, donc, Utérus, hystérectomie. Ah oui. Ça a l'air qu'on, c'est les trompes aussi, on peut faire les trompes aussi. Mais alors donc,
le mec n'était pas le père. Hein. T'as soit ligature des trompes, soit hystérectomie. C'est deux trucs que tu peux faire. Non, elle aurait eu Si ça tu fais depuis la les totale, autres tu fais enfants. tout, là, tu vois. C'est de là que vient la totale. Quand on dit cette expression la totale, ça Oui, veut dire Pierre. ablation des ovaires et tout. C'est peut-être pas plus mal quand il arrive en retard. Il Oui. est tellement honteux d'être arrivé en retard que du coup, alors là, il y va franco, quoi. Tu donnes tout, en fait. Pas Franco de port. Oh, non, il va pas tout nous faire quand même. Je sais pas si c'est bien. On a le droit à la totale. On m'a dit, ne prive pas ton public. Écoutez, arrêtez. J'avais au moins parmi ceux qui venaient ici, je sais que dans les chaumières, il y en a qui me trouvent impossible, mais ceux qui viennent ici, je croyais qu'ils avaient un regard Bienveillant. On a une auditrice, tenez, puisque vous n'étiez pas là, j'avais mis le mail de côté en début d'émission, mais on a une auditrice qui s'appelle Véronique, elle vous adore. Elle écrit « Je ne me considère pas comme plus névrosé que la moyenne d'entre nous. J'ai une sexualité tout à fait classique. Et pourtant Ni zoophile, ni gérontophile. Et pourtant, la nuit dernière, j'ai fait un rêve très coquin dont le héros était Pierre Bénichou. Il faut quand même que je vous dise qu'il assure le Pierrot, en tout cas dans mes rêves. Merci de me faire rire en sortant du boulot. Signé Véronique. D'accord. Mais elle sait où qu'elle travaille que j'aille la faire rire. Parlons-nous. On va se gêner avec Bénichou, Alfonsi, Motro, Mergo, Dor, Maureen. Votre nom est trop court. Les autres, je peux les donner par leur nom, mais vous, votre nom est trop court. Je suis obligé de mettre le prénom à chaque fois, Maureen. Je suis ravie. Dor, ça fait moche. comme un ordre. Ah tiens, j'ai envie de vous poser une petite devinette. De temps en temps, j'aime ça. J'ai trouvé ça dans Marianne. Peut-être vous ne l'avez pas encore lu. Il vient à peine de sortir en kiosque. Qui a passé la petite annonce? On ne souffle pas dans le public si vous connaissez la réponse. Qui a passé la petite annonce? Petit fonctionnaire, célibataire, catholique, 43 ans, qui touchera une pension, souhaite rencontrer une bonne jeune fille catholique sachant cuisiner et un peu coudre pour l'épouser dès que possible. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. C'est un homme politique. C'est pas Landru. Non, c'est pas Landru. connu. C'est un homme connu. Bah, connu. De nos jours. Indirectement connu, oui. Contemporain. Contemporain, oui. Il est mort? Ce monsieur en question doit être mort, oui. Donc c'est une vieille petite annonce alors. Oui, elle date de 1920, si je peux vous aider. Ah, d'accord. Ah, bah non. Alors, Un monsieur. 43 ans. Petit fonctionnaire, célibataire, catholique, 43 ans, qui touchera une pension, souhaite rencontrer une bonne jeune fille catholique, sachant cuisiner et un C'est peu pas coudre. Petiot. C'est Non, pas, c'est un tueur, c'est pas Hitler. C'est pas Dreyfus. Non, parce que il a beau être réhabilité, il n'est pas catholique. Est-ce qu'il est français? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est français? Non. Ah. Il ose tout. Mais avec ma tête, Ah oui, on mais peut. alors Hitler, c'était Donc c'est pas Hitler. si- Pas Hitler, non. Mais tout proche. Mais on est dans le bon pays. En Allemagne. Ouais. En art, dans l'art. Non. Un art. Non. C'est Hitler, ça l'a fait penser à la peinture tout de suite. Alors Hitler, c'est en Mais non, Autriche, c'est elle donc. qui a dit de l'art. En Autriche ou en Allemagne. Et donc c'est pas Göring, c'est pas Goebbels, c'est pas. Himmler. Einstein. Non, il faut que je vous dise que la petite annonce a marché parce que ce monsieur a effectivement rencontré Ah bah oui, c'est vrai. son épouse grâce à cette petite annonce. Mais c'est pas pour ça qu'on le connaît lui. Non, On le connaît pour autre chose. évidemment. On le connaît vraiment. Pas vraiment lui. Moi, je le connais. Ah, on connaît son œuvre. Non, On connaît son enfant. sa femme, on son connaît fils. leur enfant, voilà. Ah, leur enfant. Voilà un monsieur et une dame qui se rencontrent par petite annonce, qui font un enfant, et l'enfant le connaît. Donc l'enfant naît pas en 22, quoi, à peu près. Bah non, c'est en 1920. Ah, 1920, bah il faut pas un enfant tout de ils suite. se rencontrent. Bah, ils se ont un rencontrent. enfant, ouais, C'est des catholiques, ils ont pas attendu longtemps, ils avaient un moment. Je veux dire. Et l'enfant est devenu super connu. Oui. Et l'enfant est devenu super connu. Guntergrass. Quoi? Le parent de Guntergrass. Guntergrass. Non, C'est un tueur. non, C'est un écrivain. non, C'est un peintre. non. Enfin, dites donc, Ah, vous êtes un peu lamentable quand même. C'est un chercheur. Attends, Un chercheur. Mais non, enfin un Allemand, il y a qui? on est en train de chercher D'Allemand un... très connu Oh, en bah, ce évidemment, moment. t'as la réponse. D'Allemand très connu catholique, il y a qui en ce moment? Mais le pape, évidemment. Le pape, évidemment, Maureen Dor, exactement. Le Celui qui pape. insulte mon Coran. Benoît XVI, eh bien c'est son père qui d'ailleurs s'appelait Joseph et sa maman Marie. Je vous jure que c'est vrai. Ah non, arrête. Mais si, c'est la vérité. Mais si. Oh, Très joli ça. Mais si. Eh bien le père du pape a écrit une petite annonce. Petit fonctionnaire célibataire catholique, 43 ans, qui touchera une pension, souhaite rencontrer une bonne jeune fille catholique, sachant cuisiner et un peu coudre pour l'épouser dès que possible. Joseph Ratzinger passe
cette petite annonce en 1920 et c'est Marie, ou Maria, elle s'appelle Maria, qui lui répond. Le 9 novembre, ils s'épousent. Peu de temps après naît le petit Joseph Junior, plus connu aujourd'hui sous le nom de Benoît XVI. Si c'est pas une belle histoire. Il a quel âge, Benoît XVI, là? Il est né en 25, sûrement. Il doit avoir 80 ans. Il est un peu vieux, quoi. C'est un pape, quoi. Vous vous rendez compte un peu? Et alors, le titre, d'ailleurs, est très joli, le titre de Marianne. Petite annonciation. Oh oui, chérie, fais-moi un pape. C'est joli comme histoire, quand même. C'est bizarre qu'il n'ait pas appelé Emmanuel. Emmanuel? Pourquoi? Parce qu'Emmanuel, c'est le nom de Jésus. Qui signifie je suis avec vous. Oui, Emmanuel, on dit de Jésus qu'on l'appelle l'Emmanuel. Alors quand tu t'appelles Joseph Marie, moi je sais pas, j'aurais appelé mon fils Emmanuel. Vous avez peut-être pas d'humour. Ça c'est sûr. Ils connaissaient peut-être pas, avant que le pape leur fasse pas de l'histoire sainte, peut-être qu'ils savaient même pas que c'était les prénoms des parents du pape de Jésus. C'était usuel à l'époque, en tout cas, de passer des petites annonces, je crois. Plus maintenant c'est Internet, maintenant c'est... Mythique. Ouais. Oui. Donc ça revient au même, tout le monde communique sur Mythique maintenant. Sur quoi vous dites? Sur Mythique. Vous cherchez des mecs, vous, sur Mythique? Ah non, moi j'y vais pas, je suis nulle en ordinateur, mais j'aimerais bien me connecter pour voir, quoi, ça doit être marrant, mais je crois qu'il faut mettre sa photo, on peut pas être anonyme. Tu peux mettre ta photo avec un bandeau sur les yeux. Mais voilà, mais tout le monde, mais on va me reconnaître. Ah non, forcément, si vous parlez pas. Mais ma photo! Quand on est connu, c'est dur de communiquer. C'est dur de rencontrer l'amour quand on est connu. Non, mais j'aimerais par curiosité voir ce que ça donne. Mais qu'est-ce que ça fait tu mets la photo de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça fait que les gens vous reconnaissent? Peu importe. Bah, c'est la honte, alors ils vont se dire, qu'est-ce que fout alors à la personne? Oui, j'ai personne. Vous êtes en train de le dire à tous les auditeurs. Ah bah oui, c'est vrai. Non, mais en plus, je sais pas, c'est juste pour communiquer, pour voir ce que ça fait que d'avoir une petite boîte aux lettres, des gens qui vous parlent et tout. J'aimerais bien. Vous voulez qu'on vous appelle de temps en temps? Non, mais je veux pas mettre ma photo. La différence entre les hommes et les femmes. Hein. Ah oui. Un homme dira en ce moment, putain, je suis libre. Et une femme, elle dit, j'ai personne. Ah oui. C'est drôle, oui, c'est pas pareil. Mais si, en plus, c'est pas vrai. vrai. Oui, l'éternité différente de l'homme et de la femme. Oh là là, j'aime mieux quand il est en retard. Moi. J'aime mieux quand il déconne. Vous avez trouvé peut-être un... Mais non, mais ça va, je déconne. Mais j'aurais bien aimé communiquer. Non mais elle a raison. Communiquer juste... Moi, ça fait 11 ans que je suis avec mon mec, donc j'ai jamais connu les trucs sur Internet. J'ai jamais connu les blind dates en 7 minutes. J'ai jamais connu les SMS au début où on peut se dire des mots doux. Qu'est-ce que t'es vieille, dis-moi, oh là là. Non, mais quelque part, je te jure, c'est pas ça. C'est que j'ai un petit regret. Je voudrais savoir toute cette actualité des femmes, tout ce que les femmes vivent. Je connais pas ça, et c'est vrai que parfois je me dis, qu'est-ce que c'est comment on fait pour rencontrer des hommes? Eh bien, écoutez, envoyez vos textos à Maureen Dor. Je vous donne le numéro de téléphone. Le voici. 01 47 23 18 04. Ah non, ça c'est pour assister à l'émission. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner la deuxième partie, toujours avec Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Isabelle Motro, Isabelle Mergo. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec les retraites des Français? Du sondage du Parisien aujourd'hui, il y a quand même 59% des Français qui disent que oui, il faut réviser les régimes spéciaux des retraites. Évidemment, les fonctionnaires sont particulièrement visés, la SNCF et d'autres. D'ailleurs, il y a déjà des manifestations de cheminots prévues, mais il n'empêche que 59% des Français seraient favorables à ce qu'on revoie ces régimes des retraites de chez EDF, Gaz de France, SNCF, RATP et j'en passe. Philippe Alfonsi. Non, mais j'imagine que tous les matins, Sarkozy doit se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais trouver encore comme idée démago pour encore me prendre les Français, etc. Attends, il y a des retraites tout le monde a des problèmes avec les retraites. Et il y a des types qui ont vraiment des régimes particuliers, tout à fait sympathiques, etc. Qu'est-ce que tu veux? Bien évidemment, si on leur tape dessus, il y a obligatoirement une majorité de Français derrière qui disent bravo. Mais c'est pas vrai du tout. Il y a quelques années, t'aurais dit ça. On aurait posé la question aux Français, les Français n'auraient pas du tout été d'accord en disant qu'il fallait. C'est pas vrai du tout. Mais non, il est évident que. Attends, il y a des années et des années. Déjà De Closet avait fait des tas de bouquins il avait fait des gros tirages là-dessus en disant qu'il y avait la France des privilèges. Est-ce que c'est vrai ou pas? La question c'est est-ce que c'est vrai ou pas? C'est démagogique, c'est malin. Il est malin le petit là. Non, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces gens-là méritent d'avoir des retraites privilégiées? Ces gens-là ont mené des combats syndicaux à une certaine époque. Non, moi je te parle des cheminots, pas des gens qui ont mené des combats. Moi aussi. Mais non, mais je te parle des gens les mêmes.
Voilà. Mais ils n'ont pas tous mené des combats syndicaux, si les chefs syndicalistes, mais pas tous. Il faut être clair là-dessus. C'est vrai que moi je suis pour la retraite le plus tôt possible parce que c'est normal que pour les travaux, non, pour les travaux de grande pénibilité. Oui. Et il est vrai qu'un cheminot des années 30 qui était là avec les escarbilles, avec comme Carrette dans la bête humaine et machin, qui mettait le charbon dans la chaudière, c'est vrai qu'à 45 ans, ils avaient les poumons mités et quand ils arrêtaient à 50 ans, d'ailleurs, ils vivaient 4 ans et ils mouraient. Et donc, il est évident que c'était vrai. Il se trouve... Pareil pour les mineurs. Pareil pour les mineurs. Il est vrai que ces travaux de grande pénibilité sont maintenant de moins en moins nombreux. On donne toujours l'exemple du conducteur de TGV qui évidemment souffre moins que le conducteur de la bête humaine, la bête humaine, celui qui Jean Gabin et les autres, comme on a vu dans le film. Mais il n'y a pas que des conducteurs de TGV non plus à la SNCF. Il reste des travaux pénibles. Il est vrai que la pénibilité et le non-attrait du travail, c'est vrai qu'il y a des travaux qui sont répétitifs, qui sont affreux, et que ils ont obtenu ces choses-là, et tant mieux qu'il l'ait. Et c'est un gros problème de savoir si on va pour les générations futures, car ce qu'il faut bien expliquer aux gens, ce ne sont pas les gens qui sont retraités aujourd'hui, et c'est ceux-là qui ont le plus peur, qui disent notre retraite va diminuer. Ceux qui sont à l'âge de la retraite maintenant n'ont rien à craindre. Est-ce que pour les jeunes, il faut faire perdurer tout cela? On peut être pour, on peut être contre. Moi, je suis plutôt contre de changer cela. Cela dit, on ne peut pas dire, comme disent les leaders de gauche, ce sont des avantages acquis. Ils n'ont rien acquis. Ce sont leurs ancêtres qui ont acquis ces choses-là. Alors, si on fait une grande refonte de la société française, peut-être que l'âge en plus, la longévité des personnes ayant changé de façon extraordinaire, qu'on meurt à 80 ans alors qu'on mourrait à 60, il est vrai que c'est un peu ridicule de s'arrêter à 50 ans. Maureen. Donc ça voudrait dire que donc tu as plus de gens dans la fonction publique qui ont des métiers difficiles, mais les gens qui bossent à l'usine dans le privé, eux, c'est moins difficile. Donc la dame qui est juste femme de ménage dans les bureaux, qui commence à 4h30 du matin tous les jours, etc. Elle, c'est pas très difficile, elle mérite pas. Bah oui, mais c'est ça. Le problème, c'est que ces gens-là, on leur a dit à eux. Mais la dame dans le privé, justement, le drame, c'est qu'elle ne s'arrête pas à 45 ans. Donc pourquoi est-ce que dans le public, on devrait, ils pourraient eux s'arrêter à 55 ans? Pourquoi est-ce qu'il y aurait, soi-disant, des métiers pénibles dans le public, sous prétexte que dans le privé, il y en a pas? Alors là, dans le privé, on n'a pas dit ça, qu'il y avait des métiers pénibles. Je sens qu'on va recevoir des mails, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment le débat démagogique par excellence. Eh ben pour eux, mais la pénibilité, c'est pas seulement la dureté de la tâche en soi. La pénibilité, ça peut être aussi l'ennui d'être derrière une caisse ou de balayer. Le stress de savoir qu'on va être viré. C'est pas, vraiment, c'est pas très enrichissant et c'est dur pour la personne de faire ça. Mais le stress de savoir qu'on va être viré, peut-être. Pourquoi toi, c'est ça Philippe, aussi pénible. tu considères que c'est juste des magots et qu'il n'y a pas de Oui, je comprends pas très bien en quoi c'est des magots, ça. Parce que vous avez en effet une majorité de gens qui n'ont pas ces avantages. Donc bien évidemment, quand tu remets en cause des avantages acquis de ce genre-là, ou en effet acquis par leurs ancêtres, bien évidemment, tu mobilises une majorité de gens derrière toi. C'est automatique. Mais non, c'est démagogique. Est-ce que c'est pas être démago que de dire que c'est démago? Isabelle, là je t'adore. Mais non. Mais si, c'est d'un politiquement correct, fabuleux. Tu sais très bien que des deux, qui va recevoir les lettres négatives? C'est moi. Qui va se faire conchier dans la rue ou des trucs comme ça? Qui va recevoir des lettres? C'est moi. Parce que on n'a pas le droit de dire ça en France. Mais non, voyons, au moment des grèves, t'as pas le droit sont de d'accord dire. avec Monsieur Sarkozy. Donc mais en même temps, c'est quand même étrange qu'au moment où il y a des grèves, pas. quand t'as des grèves de la SNCF, quand t'as les grèves du métro, t'as surtout pas le droit de dire à la radio qu'ils font chier tout le monde, tous les gens qui bossent ailleurs. Parce que là, je peux te dire que dans ces cas-là, t'as des lettres. Moi, je me rappelle la dernière fois qu'il y en a eu, j'avais osé dire, parce que j'habite en banlieue. Plaignez-vous, vous recevez du courrier comme ça. Ça m'emmerdait. Mais ça, c'est bizarre. T'as jamais le droit de le dire. Les journalistes, tous les gens, etc. Ils disent toujours qu'il faut tout comprendre, etc. Que quand on interroge les usagers, preuve en est que quand on eh ben, d'aller bosser quand t'as besoin de nourrir ta famille, c'est aussi un droit sacré. Mais on te le permet pas. Et elle a raison, Maureen. Preuve en est, c'est que quand on interroge les usagers, tu sais, dans le journal qu'on lit, ils sont tous plus ou moins d'accord, etc. Mais c'est vrai, alors qu'on est tous en train de gueuler, quoi. Non, mais c'est génial la société que vous êtes en train de nous préparer là, c'est formidable. Que je nous prépare, que vous nous avez préparé. Mais non, mais attends, c'est formidable. On n'aura plus le droit de faire grève. Il y aura la retraite, de toute façon, ça va être dramatique pour tout le monde. Pourquoi vous
le niez. Mais c'est pas ça. Le problème, c'est pas les gens qui ont déjà Et en plus, des la droits. trique. Mais c'est formidable. Le problème, c'est les gens ça veut qui dire quoi, n'en ont pas encore. La trique. Ah, voilà, comme ça maintenant tous les auditeurs savent lesquels sont de gauche, lesquels sont de droite. Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Isabelle Mergo, Isabelle Motro, Maureen Dors sont toujours parmi nous. Alors, donc lesquels je mets à la retraite maintenant? Oh, ça discutait ferme encore pendant la chanson. Hein. On sent que c'est quand même un débat dont on va parler pendant la campagne présidentielle, à mon avis, longtemps. C'est un sujet, c'est un lièvre hein, qu'on soulève. Ça, c'est certain, ce sujet-là. Mais on va passer à autre chose parce que nous avons notre correspondant envoyé spécial qui nous demande en direct, grâce à une liaison satellite en direct de Washington, d'intervenir en direct pour un événement d'importance, je crois. Jean-François Derek, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, je suis en direct de Washington. Dis donc un jour à Paris, le lendemain à Washington. N'arrêtez pas de voyager, Jean-François Derek. Comment vous faites? Eh ben, j'ai une Kangoo maintenant. Eh ben oui, grâce à Europe 1, je vais où je veux avec ça. Puis alors j'évite les aéroports, c'est formidable. Hein. Et puis vous pouvez commenter tous les événements. Voilà, alors notamment celui donc qui est le plus important de la semaine, celui qui a fait la une de toute la presse internationale. Vous parlez évidemment de l'anniversaire du 11 septembre, la commémoration de ce drame. Non, pas du tout, non, je veux parler de la visite de Nicolas Sarkozy. C'était vraiment, alors ici, c'était vraiment la sarcomania. Alors j'ai interrogé un panel de 25 chauffeurs de taxi américains. Vous savez, c'est un peu le baromètre de l'opinion là-bas. Alors, pour l'un, c'est l'événement le plus important depuis le premier pas de l'homme sur la Lune. Un autre remonte même à Christophe Colomb. Il m'a dit, grâce à Sarkozy, enfin, on va redécouvrir l'Amérique. Ah, donc on découvre que Nicolas Sarkozy a vraiment des fans aux États-Unis. Ça, et qui sont alors ces fans? Oui, alors ça, c'est un peu gênant parce que c'est Sarkozy lui-même. Ben oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte trop tard que c'était lui qui s'était déguisé en 25 chauffeurs de taxi différents. Alors maintenant, effectivement, je comprends mieux pourquoi il fréquentait Arturo Brachetti. Vous n'avez pas rencontré d'autres personnes quand même un peu plus fiables pour faire votre sondage? Ah ben tout de même, oui. Ben figurez-vous que j'ai rencontré le président Bush en personne. Vous me ramènerez la photo quand même. Absolument, absolument. Il me l'a signé d'ailleurs. Alors je lui ai demandé quel effet ça lui a fait de rencontrer un homme comme Nicolas Sarkozy. Alors il m'a dit qu'il avait été très impressionné de rencontrer l'homme qui avait sauvé la France grâce à l'appel du 18 juin. Ah non, là il y a un problème. Là, il a confondu avec un autre, je pense. Hein. Eh ben oui, bien sûr. Mais bon, je pouvais pas lui dire. C'est quand même le président des États-Unis. Et surtout qu'il faisait que lire que uniquement ce qu'il avait lu dans le dossier de presse. Hein. Mais qui a écrit ce dossier de presse pour le président des États-Unis? Ben c'est Nicolas Sarkozy, pourquoi? et Nicolas Sarkozy, alors là-bas aux States, vous l'avez vu, vous l'avez rencontré, vous lui avez demandé des explications? Non, parce que vous savez, c'était une visite privée. Alors vous savez comment il est, toujours très discret. Il avait prévenu pratiquement personne à part TF1, France 2, France 3, Canal+, la 5, la 6, France Inter, Europe 1, Le Monde, Libé, Le Figaro, Le Parisien et Les Amis des Bêtes. Pourquoi Les Amis des Bêtes? Ben je sais pas, c'est peut-être pour ceux qui lisent pas Le Monde. Alors, est-ce que vous avez eu vent quand même des conversations privées entre Bush et Sarkozy? Oui, alors d'après mes sources, Nicolas Sarkozy a dit à Bush qu'il l'admirait beaucoup et il lui a même demandé des conseils. Ah oui? Oui, alors, à mon avis, s'il copie ce que Bush a fait en Irak pour régler le problème des banlieues, moi, s'il gagne, le lendemain des élections, je suis plus là, hein. J'émigre. Mais vous émigrez pour où est-ce que vous allez? Ce serait dommage. Oh, je vais dans un endroit tranquille. J'avais pensé à la Corée du Nord. Ça serait tranquille là-bas, non? Ça pourrait être tranquille, c'est tranquille. Est-ce que vous serez quand même encore là lundi? Mais oui, je vous laisse pas tomber comme ça, Laurent. Alors à lundi, si vous le voulez bien. Jean-François Derek, en direct de Washington. Bon, on va pas réentamer le débat donc sur les retraites. Ah, il y a un autre débat là qui sort, c'est l'histoire des HLM en CDI. J'ai pas bien compris d'ailleurs quel était ce projet. Vous avez vu, c'est-à-dire que les personnes qui vivraient en HLM depuis un long moment et qui auraient leur salaire qui aurait augmenté, qui ne mériteraient donc plus d'être en HLM, devraient trouver un autre logement. Là, ça va être compliqué ça aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Bénichou? C'est ce genre de truc qu'il est impossible de mettre à exécution. Ah oui? Parce que comment dire, si quelqu'un gagne, je ne sais pas moi, 1200 € par mois et qu'il a droit à un HLM le jour où il gagne, tant mieux pour lui grâce à son mérite et à son travail. 1700 € et que c'est qu'il dépense le truc, de lui dire tu vas prendre d'abord tu vas partir, oublier tes souvenirs, oublier ta maison, oublier tout ça et prendre un logement 2 fois plus cher, c'est-à-dire que ton augmentation n'aura servi à rien. Je trouve que c'est d'une immoralité totale. Ah oui. Voilà un truc, c'est de là, comment vous avez dit, d'Emma?
Démagogie. Non, c'est vrai, c'est Voilà, plus... Pierre. Ah bah C'est tu honteux. vois, on peut avoir tenu les propos que j'ai tenus avant et tout à fait d'accord avec toi. Voilà, Je moi, veux je suis dire, d'accord avec on toi n'est pas aussi, obligé c'est, non plus d'être tout blanc, tout noir. Je trouve en effet cette proposition nulle et non avenue. Non, je parle de même que de dire qu'en fait c'est aussi dire que 1% par an du terrain HLM serait revendu aux gens, donc Oui. il y aurait un moyen d'acheter L'accession leur à la propre- propriété. Ça, pourquoi pas, c'est plutôt bien, mais en même temps tout le monde sait que ce sera en échange d'une construction d'un euro par an, d'1% aussi de nouveaux logements. Et ça on le sait par exemple ne fût-ce que dans Paris qu'on pourrait pas par an faire 1% d'HLM en plus. Donc ça c'est complètement faux. Non, moi, je Voilà. prêche un peu pour ma paroisse, parce que j'ai tellement peur d'être viré de mon HLM. Ah bah, croyez pas si bien dire, il y a de nombreux journalistes qui pendant longtemps Oui, ont été ça, logés alors. dans les HLM de HLM, Paris. ça, Pas c'est- vous, Pierre. HLM, ça veut dire habitation à loyer modéré, et il y en a de toutes sortes. Il y a des HLM dans des De luxe. cités qui sont tout à fait modestes, et il y a des appartements qui font partie justement du patrimoine de la ville de Paris ou d'autres choses qui sont aussi des loyers modérés à tort ou à raison, et qui sont des appartements très bien. Donc je trouve que ce sujet-là, je m'en occuperai pendant le week-end, je vous en parlerai. Le conducteur d'un autocar affrété pour ramener à Marseille un groupe de supporters de l'OM après la large victoire au Parc des Princes contre le PSG, c'était le week-end dernier. Là, l'OM a fait fort, le PSG avait pauvre mine, il faut bien dire, et donc ils sont repartis heureux, évidemment, les Marseillais. Eh bien, un chauffeur de car qui n'a pas supporté les chants et les hurlements de joie des Marseillais dans son autocar, exaspéré, il les a abandonnés devant la gare de Villefranche-sur-Saône parce qu'il en pouvait plus. Il a fallu que l'OM envoie un autre autocar pour récupérer les supporters. C'est quand même dingue, ça. Vous imaginez le type qui dit que les gens drôle. peuvent plus, vous sortez. Et Mais moi, non, mais justement, j'ai pensé à ça. Et personne ne va venir contre 84 supporters surexcités. Descendez, il se fait tuer. Le mec. Oui, c'est lui qui est descendu. Mais bien sûr, il est descendu avec la clé. Il a dit, je vais pisser, je reviens. Et au bout d'une heure, les mecs ont dit, il revient pas. Et ils ont allé téléphoner pour que tu penses, il faudrait King Kong avec 3 mitraillettes pour faire descendre. C'est une petite nature quand même, le mec. Hein. Quoi C'est quand même une Attends, petite ça dépend, nature. tu les as pas entendus gueuler. Oui, hein. mais il sait à quoi il va, il sait à quoi s'attendre quand même. Peut-être qu'il était parisien, le chauffeur aussi. Non, mais qu'il ait tort ou qu'il ait raison d'avoir pris cette décision, en tout cas, il les a pas fait descendre de force Ah, ça, c'est sûr. à lui tout seul. C'est ça que je veux dire. Pas aller savoir. Quelqu'un comme vous, la même carrure que vous. Quelqu'un. Ouais. Moi, qu'il y en ait un qui chante. Voyez, je vous le disais. On se retrouve dans un instant après quelques conseils en consommation. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Isabelle Motro, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, pour vous parler du livre du vendredi. Et le livre choisi cette semaine, c'est Une fille dans la ville. C'est aux éditions des Équateurs, un roman signé Flore Vasseur. Tiens, j'ai envie de commencer par vous, Isabelle Mergo. Alors, comment vous avez trouvé ce bouquin? Oh bah, je l'ai trouvé très très chiant. Ah bah, ça commence fort. J'ai pas du tout aimé. Et alors je me demandais pourquoi je l'avais pas aimé. Et en fait Philippe me dit que c'est vrai, il y a aucun sentiment. C'est un reportage. Ça ne m'a pas attaché du tout. Racontez alors le pitch. Oui. C'est une nana qui va aux États-Unis. Alors on découvre les États-Unis, puis elle va. Quoi, c'est pas ça? Elle va pas aux États-Unis, elle va à New York. Ah, c'est en Espagne. Ah non, mais New York, c'est pas les Ça n'a rien à États-Unis. voir. New York, c'est pas les États-Unis. C'est pas, comment dire, tout le monde dit toujours que New York, ce qu'elle dit. c'est une ville particulière aux Moi, États-Unis. c'est comme si quelqu'un venait en France, mais qu'il habitait dans le 5e arrondissement. C'est pas tout à fait la France, Paris, en général. Oui, mais ce n'est pas une faute de dire il va en France. Oui, d'accord, mais Merci, le livre, c'est quand même, c'est l'histoire d'une fille qui est sortie d'HEC, jeune, et ça se passe au début de la bulle Internet. Elle vous fait la gueule, je vous préviens. Et c'est au début de la bulle Internet. Et elle raconte, en fait, toute cette espèce d'explosion d'Internet. Les gens ont perdu la boule, cette déluge d'argent pour des gens qui créaient n'importe quoi, on leur donnait facilement de l'argent. Elle raconte sa vie de soutier d'Internet, c'est-à-dire comme quoi, à part quelques-uns qui
gagnaient énormément d'argent, les autres, on les faisait marner en leur disant mais tu fais partie Sensibilité de gauche, là. tu fais partie du truc qui va exploser, tu es une précurseuse, etc. Et en attendant, elle décrit toute cette vie à New York infernale, atroce, dure, etc. Et puis elle se rend compte, parce que bon, il n'y a pas de sentiment peut-être, mais enfin moi je trouve qu'il y en a quand même, et elle se pose des questions sur où va sa vie, qu'est-ce qu'elle fait, et elle a un amoureux qui lui bosse à Kaboul, est sorti aussi d'HEC et bosse à Kaboul, et lui dit mais tu dois absolument... C'est Manhattan Kaboul, c'est Axel Red et Renaud, Voilà, votre bouquin. on doit absolument refaire le monde à Kaboul, viens. Et là, elle décrit une réalité de tous ces espèces d'expats, soi-disant pour reconstruire le pays. C'est des gens imbuvables qui font des choses. On comprend presque pourquoi les Afghans détestent ce genre de personnes. Isabelle, alors, vous n'avez pas aimé du tout. Pourquoi, à part le manque de sentiments, ça vous a pas passionné? Non, absolument pas. Vous êtes allé au bout quand même? Non, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais j'ai fait 3/4, quoi. Ça m'a pas attaché, mais je peux pas lire ça. C'est impossible pour moi. Non, bon, voilà, c'est tout. Je sais que tout le monde a aimé autour de cette table, alors je me sens un peu minoritaire. Non, Pierre n'a pas aimé. Pierre. Moi, je peux dire ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est un genre vieux comme les années 60. C'est-à-dire, nous avons tous été, d'où les reporters que j'étais, jeune reporter à l'époque, quand on va en Amérique, on a beau se croire intelligent, on a beau se croire qu'on n'écrit pas comme les autres et tout. Même Oriana Fallaci qui vient de mourir et à qui je rends hommage aujourd'hui parce qu'avant d'avoir été une folle, ça a été la plus grande journaliste de notre génération. On revient et on découvre l'Amérique. Ça ne s'est pas appelé comme ça, c'est le syndrome de Christophe Colomb. C'est-à-dire qu'on arrive et qu'on raconte, oh là là, qu'est-ce que c'est haut, oh là là, dans la rue, il y a un noir qui était pauvre, non là là, les gens, il y a vraiment, c'est le struggle for life, la bagarre pour la vie, et il y a vraiment. Or, maintenant, on n'en peut plus. Or, elle tombe absolument dans ce travers. Et il y a une série de lieux communs très bien, pas mal racontés d'ailleurs, avec un style, avec une chose, mais alors, c'était adapté à mon époque, c'était adapté justement aux luttes raciales, c'était adapté au capitalisme. Maintenant, c'est adapté à la e-generation, à la génération de l'internet, et à la guerre d'Afghanistan, et à la guerre contre l'Irak, et tout ça. Bon. Mais c'est toujours la même chose. Je veux dire, il suffit d'avoir lu 3 journaux dans les 15 derniers jours, et on se rend compte de tout ça. Et comme dirait Isabelle, qui ne l'a pas dit, mais qui pourrait le dire, je le trouve très con, ce livre. J'ai pas dit ça. Alfonsi et Isabelle Motro, Philippe. Ouais, non, alors je suis absolument pas d'accord avec Pierre pour une fois, mais pas du tout. Parce qu'au contraire, je crois en effet qu'elle a totalement échappé à ce cliché new-yorkais. Elle est amoureuse de New York, comme on est tous amoureux de New York quand on y va. C'est son premier roman en plus, à elle Fleur le démolit d'une façon étonnante, cette espèce d'amour un peu con de New York. Bon, elle le démolit de façon étonnante. Et moi, si vous voulez, ce qui m'a plu, d'abord, c'est bâti, il faut pas oublier que dans ce livre se passe au milieu le 11 septembre. Bon. Et il y a en effet, le livre est bâti, comme vous le disiez tout à l'heure, comme la chanson de Renaud et d'Axel. C'est, d'un côté, il y a le New York qui s'explose dans le 11 septembre, et elle finit tout ça à Kaboul, c'est-à-dire là d'où sont partis les ordres pour le 11 septembre. Bon. Et c'est extraordinaire parce qu'en effet, elle fait, d'une part, la description de cette société qui se délite, qui éclate, qui explose à la fois dans le 11 septembre et dans la bulle Internet, et d'autre part, elle arrive à Kaboul, où les Américains sont installés, où ils ont soi-disant écrasé les talibans, où s'installe la société qu'a très très bien décrite tout à l'heure Maureen Dore. C'est une société épouvantable de gens qui font leur business en soi-disant pour aller aider les gens. Enfin bon, et je trouve ce livre très critique. Je le trouve plutôt bien écrit, mais en effet, il manque totalement de sentiments. Et je crois que c'est pour ça qu'Isabelle l'a pas aimé. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Trop sensible. Il manque totalement de sentiments parce que quand elle raconte par exemple ces histoires d'amour, vous avez une sensibilité minable, de femme. Quand elle raconte ces histoires d'amour qui vont d'échec en échec, c'est plutôt minable. En effet, il n'y a aucun sentiment qui passe, il n'y a rien. On dirait qu'elle est en bois. Oui. Bon. Et c'est vrai que, oui. Mais voilà. Tout à fait, bon. Mais bon, à part cette faiblesse, moi je trouve ce livre plutôt au contraire revigorant. Moi, je pense que c'est pas une faiblesse, je pense que c'est voulu. C'est-à-dire que, non, c'est pas ça. Je pense qu'elle a fait abstraction de tout ça. Et moi, ce pourquoi j'ai aimé ce bouquin, c'est pas tellement parce que c'est un roman, parce qu'à mon avis, ça n'est pas un roman.
c'est une succession de papiers de journalistes qui pourraient être un grand reporter. Alors effectivement avec un côté un peu cliché comme ça sur J'ai découvert New York, suivi de J'ai découvert Kaboul. Le côté Yves Simon. Alors. Voilà. Mais en même temps, elle est dure. Il y a une sensibilité de Bosch là-dedans. Non. Moi, j'ai eu l'impression d'un écrit professionnel, quoi, d'un journaliste qui fait son reportage et qui dit voilà, je vais vous parler de New York d'un point de vue professionnel. Et moi, ça m'a plu pour ça. Maintenant, c'est vrai que c'est pas un roman, quoi. Encore Philippe et puis à nouveau Maureen. Vous vous souvenez de ce bouquin qui a défrayé la chronique que tout le monde a adoré à Paris, qui s'appelait L'horreur économique, qui était écrit par cette dame élégante, etc. Comment s'appelle-t-elle déjà? Une américaine habitant à Paris. Non, une française. Une française. C'était un accent. Elle a fait toute une série d'ailleurs. Voilà, oui, c'était vraiment le livre bobo par excellence. Un nom italien. Forester. Voilà, Forester. Forester. Bon. Oui, vachement italien. Bravo, Pierre. Oui, Pierre. Mais bon, elle aime beaucoup les pâtes. Voilà, oui, c'est ça. C'est exactement le contraire Foresterie, de ce une fille qui s'appelle Florence. En hommage à la ville. C'est quoi tu disais par rapport à Forester? Bah, je dis, c'est exactement, c'est-à-dire ça, c'est du vécu et Forester, c'était de la prise cérébrale, de concept. Maureen. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en plus dans ce livre, c'est qu'elle met dans la marge des explications de termes avec tous ces chiatiques qui parlent avec des termes anglais. Et je trouve ça très intéressant. Par exemple, un striver, elle dit tu es un petit striver, par exemple, quelqu'un qui lui dit ça, alors elle explique dans la marge, striver, individu sang et sueur qui croit s'en sortir par le travail. Il bosse comme un chien, vit comme un rat, adore l'Amérique. Voilà, et ça c'est dans la marge, il y a tout le temps ce genre de petites expressions. Elle a une formule. J'ai adoré le rat race aussi, la race des rats, c'était formidable. Exactement, et j'ai trouvé, c'est pas un livre, pour moi c'est pas du tout un roman, c'est un peu comme Michael Moore l'a fait avec les images. Je trouve que elle le fait avec elle le livre. Mais après net slaves. Ah non, les net slaves, ils ont sacrifié salaire et qualité de vie pour la fortune avant 30 ans. Ils découvrent les semaines sans week-end et les licenciements à l'appel. Sur Internet, ils dressent le palmarès des employeurs les plus crevards. Mais voyez, quand Maureen ne parle pas de retraite, elle est pas tellement de droite. Non mais c'est pour ça, c'est marrant parce qu'on dit il y a pas de sensibilité, il y a pas de sensibilité, il y a pas d'histoire d'amour. Mais on sent très bien la sensibilité, c'est pas uniquement, c'est aussi dans la description. Tu peux avoir de la sensibilité en décrivant justement, moi je trouve qu'il y a une sensibilité dans la façon. L'intellectuelle ou la folie? Moi je trouve qu'elle a une façon de décrire les choses où on sent qu'il y a justement une sensibilité. Vous laissez pas faire Isabelle Motro, vous avez entendu? Vous avez entendu? Elle vous a dit que vous étiez jolie. Moi ça m'est égal ce qu'elle dit. Allez, ça s'appelle Une fille dans la ville. C'est signé Fleur Vasseur. C'est un premier roman, hein. Quand même, ça a l'air pas si mal d'après ce que vous m'en dites. Ah ouais. On aime ou on n'aime pas, mais ça a l'air plutôt réussi pour un premier roman quand même. Fleur Vasseur, Une fille dans la ville, aux éditions des Équateurs. On se retrouve après la pub. Parlons-nous. On va se gêner avec Isabelle Motro, Isabelle Mergo, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Maureen Dor et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour. Pour le rendez-vous musical. Et aujourd'hui, vous nous avez préparé une petite chanson aux petits oignons. À propos, il faut le dire, de la colère de Claude Allègre, un ancien ministre de Lionel Jospin, toujours très proche de Jospin, qui soutient évidemment la candidature de Jospin et qui n'est pas très content des sondages, c'est ça? Voilà, il dit qu'ils ont été réalisés au pifomètre, ces sondages, surtout ces sondages qui mettent en avant un duel dont on ne sait même pas, qui sera au deuxième tour, hein, même qui sera au premier. Et vous avez choisi une chanson de Jodassin pour nous raconter ça. Voilà, d'après lui, les instituts de sondage sont frappés d'amnésie. Écoutons. Claude Allègre est très énervé. Les sondages dont on est gavé ne reposent pas sur de bonnes données scientifiques. Un panel d'un millier de Pékin conditionnerait plus ou moins les opinions de nos concitoyens. C'est tragique.
Amnésique, amnésique, les instituts veulent nous imposer. Amnésique, amnésique, leurs finalistes pour l'Élysée. Puisque c'est les médias qui choisissent les candidats, un de ces jours on votera pour des gens qui se présentent même pas. C'est logique. Bravo Serge Liado, quel pro! Ah non, unanimité autour de la table, hein, je peux vous dire. Ah, vous retournez au château. Après un travail comme ça, vous rentrez dans le château et vous revenez la semaine prochaine. D'accord. Lundi à la même heure. Félicitations du jury. Bravo. À lundi. Alors là, j'ai une histoire incroyable, trouvée dans Marianne. C'est les policiers du comté de Santa Barbara en Californie qui n'en ont pas cru leurs yeux. Ils arrivent dans un centre équestre où on leur avait signalé des activités suspectes. Et ils trouvent un homme de 69 ans, Alfred Thomas, allongé tout nu dans un enclos, le corps enduit d'huile d'olive et recouvert d'avoine, en train de se faire lécher par des chevaux. En effet, il a été... Écoutez, Et vous trouvez ça beau? c'était son fantasme, manifestement. Eh bien, il a été inculpé de cruauté et d'agression sexuelle. Cruauté, non. Ah bah, d'agression sexuelle sur des animaux. Bon, il se les est pas... Il n'aura rien fait de spécial. Bah, il avait ce fantasme, voilà. Il n'aura rien Mais fait. c'est Il les dégueulasse. a Il pas est- martyrisés. Non, mais enfin, quand même, de se faire lécher par un cheval ou de... Mais le cheval, il s'en fout, le Mais le cheval, cheval. il s'en fout. Il a C'est lui qui vit dangereusement. Le cheval, après, il raconte ça à ses petits, là. Ça leur fait des soirées d'hiver formidables, aux chevaux. Ils Vous n'ont rendez pas été compte traumatisés, les chevaux. La preuve, on peut pas forcer un animal à faire quelque chose qu'il aime pas. Il était plein d'avoine. Qu'est-ce qu'ils Ah en oui, ont à foutre, les chevaux C'est pas de la torture de bouffer de l'avoine pour un Vous êtes en cheval. train de prôner la zoophilie. Mais c'est pas la zoophilie. Non, mais ce que Il vous leur savez fait pas, qui est rien. pas dans l'article, c'est qu'il y a eu une plainte d'une jument. Non, mais écoutez, Laurent, vous savez qu'une éponge, c'est vivant. Oui, Quand vous vous savonnez avec une éponge, eh ben alors, vous faites de la zoophilie sur votre corps. elle a raison. Vous savez très bien que c'est du végétal, c'est vivant. C'est ça, Et oui, que c'est c'est un vivant. animal. Et quand L'éponge je me est lave un la bite animal. avec le chat aussi. Bah alors, et bouffer des huîtres Laurent. alors? Et bouffer des Enfin. huîtres? Bah alors, Non, bouffer enfin, des écoutez, huîtres, franchement. c'est zoophile aussi, bouffer des huîtres. Ah bah oui. Ouais, mais enfin, quand Eh ben, tu j'ai bouges de- arrêté la zoophilie. Non, mais je veux dire, c'est rare quand même que tu vois une éponge qui gagne à Longchamp de longueur. Non, mais une éponge est un animal. J'ai appris ça aux Mais elle est grosses morte têtes. quand C'est on un savonne végétal. avec. Non, j'ai appris ça aux grosses têtes. Alors ça fait partie du domaine C'est du dire si c'est règne vrai. animal. C'est Oui, dire mais que c'est c'est du vrai. règne animal. Donc, quand vous Il faut quand même le dire, il y a une formation. On est en stage aux grosses têtes et après, si on réussit l'examen, on vient ici. Alors, donc, quand vous- Autrement, on redouble, on devient très vieux et on reste là-bas. Alors, Mais non, bah alors à ce moment-là, c'est de la zoophilie aussi. Mais quand vous l'éponge, savez. elle est Les morte. types qui Elle est- montent- Elle est morte, les types qui montent sur les éléphants, c'est des zoophiles. Mais non, mais moi je Eh dis ben que oui, moi c'était. je dis que oui, j'ai appris ça aux grosses bêtes. Mais c'est pas de la je vous zoophilie. trouve un c'est peu n'importe léger dans vos quoi. réactions, franchement. Un mec qui se fait lécher par son chien, tu dis rien. Ah, par son cheval. Bah, non, si je dis quelque chose de quelqu'un qui ferait faire des choses sexuelles à son Mais chien. il y a- C'est sexuel. pas sexuel. Il n'a pas agressé. il C'est n'a sur pas- le corps, c'est pas sur les parties. Enfin, quand même. Mais enfin, c'est où, je comprends pas, il est où le sexuel chez vous à avoir eu enfin, je vais dire. Il est partout chez lui. C'est une boule d'amour, absolument. Mais ils sont cons, c'est pas Il est vrai. que À ce moment-là, sexe. garder ses morpions, c'est aussi pareil. Oh c'est de la- Oh non, non. C'est pareil, c'est de la Non, pas zoophilie. les morpions. Bah Non. attendez, que ce soit de l'avoine ou bien que. Non, les morpions, les poux et les puces. Non, c'est une pas atteinte à la sexuel. liberté de l'individu, c'est tout. Il peut faire ce qu'il veut, ce garçon. Il aura pas fait de Mais mal. non, voilà. Mais quand tu dis je me suis tapé une mythe l'autre jour, c'est pas non plus. C'est pas non plus que t'as couché avec elle, tu fais comme ça. Je vous trouve quand même assez curieux, je dois le non, dire. moi, non. Je comprends quand même que ce type, qu'il aille en prison, non, peut-être pas, mais qu'il ait une petite amende quand même. Pourquoi Parce une que- amende? Mais enfin alors. Va se faire lécher par des chevaux. Il y a quand même... Mais S'il aime ça, c'est lui qui vit dangereusement. Parce que c'est vous qui voyez, c'est de l'anthropomorphisme, c'est vous qui voyez de la sexualité là-dedans. Eux, ils Les bouffent. chevaux, ils n'en voient pas. C'est lui Bien qui sûr. vit dangereusement parce que si tout d'un coup C'est le pas cheval lui a envie de le mordre Bien pour sûr. bouffer l'avoine un peu Bien plus sûr. vite, c'est lui qui vit dangereusement. Mais bien sûr, c'est pas en lui filant une allemande que ça va changer le truc s'il aime que les chevaux. Une amende. Pas une allemande.
Une amende. Ah bon? Une allemande? Là, c'est de la zoophilie. À la place de cheval, une allemande. Allez, les 10 dernières minutes de l'émission jusqu'à 18h. Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Isabelle Mergo, Maureen Daré. Comme chaque vendredi, Monique Pantel. Bonsoir, Monique. Bonsoir. Je suis complètement depardiousée. Ah bah vous voyez, écoutez là justement une chanson extraite du film Quand j'étais chanteur qu'interprète Gérard Depardieu, une chanson de Gainsbourg. Je vous en remercie. Voilà, c'était pour vous. C'était pour moi, je l'ai pris comme ça. Parce que vous avez aimé le film Quand j'étais chanteur? Plus que ça. Le lendemain de la Projo, pour les journalistes, j'ai appelé Gérard sur son portable. Gérard Depardieu, vous l'appelez Gérard? Mon Gégé, c'est mon Il a Gégé. son portable. Sur son portable. Ne fais plus que des films de cette qualité, je lui ai dit, tu m'as enchanté. Et lui répond, merci, bon, je suis sur le tournage d'Astérix et Obélix avec la bande de copains, tiens, je te passe Benoît Poelvoorde. Oui. Mais je le connais pas, il me connaît pas, pardon. Si, je lui ai dit que t'étais la seule journaliste à qui j'ai enlevé le collant pendant une interview. Ça, c'est tout Gérard. Il est trop mignon. Il vous a vraiment enlevé le collant pendant une interview? Mais je m'en souviens pas, mes filles. C'est bien la peine. Alors, bien sûr que je m'en C'est vrai que c'est un comédien qui a connu des hauts et des bas. Ça, c'est tout Depardieu. Depuis les valseuses, on est copains. Dans le film, là, il était formidable. Donc, quand j'étais chanteur, il est formidable. Avec Cécile de France. Oui, elle est géniale. Il y a une auditrice qui s'appelle Sophie, qui dit d'abord qu'elle n'est pas d'accord avec vous à propos du film Je vais bien, ne t'en fais pas, qu'elle a trouvé formidable. Et elle dit, je suis allé voir Quand j'étais chanteur, et franchement, entendre et voir Gérard Depardieu chanter pendant 15 minutes 30, je trouve ça déprimant. C'est pas gênant, alors? Mais c'est pas gênant du Mais tout. ils sont D'ailleurs, ça pas marche très fort. Donc, le public est pas d'avis de cette dame, excusez-moi. Hein. Bon. Il incarne donc, et c'est le mot, il incarne un chanteur un peu vieillissant et un peu ringard de bal. Et il craque pour une minette qu'il aperçoit, c'est Cécile de France, on comprend. Il nous émeut aux larmes, il nous fait rire. Enfin, il est tout simplement génial. Lui, le film et elle, ils sont bouleversants. S'il y a un truc à voir, et moi je dis ça depuis que je suis revenue de vacances. C'est le film qui m'a le plus plu. Parfait. Isabelle Motro? Oui. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? C'est exactement ce qu'on ressent. On est des centaines à l'avoir ressenti, je crois. Bravo, mon Isabelle. C'est vraiment étonnant parce qu'au début, on se dit oui, oh là là, c'est un couple un peu improbable quand même, Depardieu, Cécile de France, comme ça. Surtout qu'il la joue assez en dessous, comme ça, avec son histoire de roucoule, là. La roucoule, le chanteur sentimental. Et puis, en fait, ça fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire que plus ça va, plus on y croit, comme elle. Plus ça va, plus elle y croit elle-même. Un autre genre, Ma Super Ex, un film avec Uma Thurman, on voit les affiches, d'ailleurs c'est assez curieux, My Super Ex Girlfriend, en version originale, Ma Super Ex, qu'est-ce que ça vaut alors, Monique? Eh bien, au début, on se marre. Oui. Uma Thurman, qui est géniale, physiquement et tout, elle est vraiment géniale. Elle joue une superwoman qui vole dans le ciel au secours des malheureux, elle repousse les missiles, elle éteint les incendies, mais quand même, elle est aussi une petite femme avec un cœur. Et elle tombe amoureuse d'un charmant jeune homme, un brave type. Il n'en revient pas, il la reconnaît pas, la superwoman, parce qu'elle se transforme, évidemment. Évidemment, comme tous les Il y super-héros. a qu'un problème au lit, elle est tellement gonflée parce qu'elle est tombée sur une planète, je crois. Enfin, sur un truc qui l'a réchauffée. Elle peut pas se calmer. Alors au lit, elle lui casse le lit. Elle traverse la paroi. Alors il en a un peu marre, il veut la quitter, elle est furieuse. Et puis ça traîne trop. Ça donne envie d'aller le voir. Ça traîne trop. Elle s'appellerait pas Josette, la fille? Pierre, vous avez connu une Josette qui était... Non, on dit ça comme ça. Volcanique. Ils étaient deux, peut-être une paire de Josettes. Les Anges Exterminateurs, réalisé par Jean-Claude Brissot avec Frédéric Van den Driesch et toutes ces jeunes femmes qui ont donc fait des essais en se caressant pour pouvoir être dans le film. Ça lui a valu d'ailleurs quelques problèmes à Jean-Claude Brissot puisqu'il a été condamné pour harcèlement avec sursis avant ce film. Et il raconte en fait ses problèmes avec la justice et il essaie de réaliser un film qui est une sorte de plaidoyer. C'est ce que il n'y a pas de chevaux dans l'histoire. Non, il n'y a pas de chevaux. Alors vous avez vu Berk. C'est pas un film, c'est une mauvaise action. Ah. Alors justement, il se raconte, Jean-Claude Brissot, mais c'est affreux de faire ce qu'il fait à ces petites jeunes filles qui sont obligées de se caresser
alors qu'elles sont peut-être même pas lesbiennes. Et puis c'est malsain, c'est pas marrant. Il y a aussi des fantômes, il y a n'importe quoi, c'est pas bon du tout. Les anges exterminateurs. Oublions-les. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Jugez-moi coupable. Ah ben c'est très bien, figurez-vous. Un film de Sidney Lumet. J'avais peur parce qu'il est très vieux, Sidney Lumet, et c'est sur un procès, j'aime pas les procès américains. Et c'est avec Vin Diesel. Il est formidable. Oui. Il joue que d'habitude des films d'aventure, et là il fait un vrai rôle sérieux. Il fait un mafioso, qui a déjà écopé de 30 ans de prison, donc il en a plus rien à foutre. On lui dit qu'on va lui enlever des années s'il dénonce les parrains. Il veut pas, et voilà. Alors il veut pas, il préfère avoir ses 30 ans de prison et même quelques années de plus, et ses parrains, il les respecte, il les adore, et il va être son propre avocat, il va essayer de faire rire tout le monde pendant le procès, c'est formidable. Thank You for Smoking, un film dont on parle beaucoup. Eh ben, ça m'est passé très au-dessus de la tête. Et je suis navrée parce que c'est un film Europe, mais moi j'aime pas la cigarette. Bon, attends, mais ça n'a rien à voir. Eh ben, moi, ça m'a pas fait rire. Il y avait une dame qui riait, dans la salle, je lui ai demandé pourquoi elle riait, elle m'a dit, mais c'est très amusant. Thank You for Smoking. Mais oui, c'est très drôle. Ah bon? C'est effectivement très drôle. C'est l'histoire d'un lobbyiste qui travaille pour une grosse boîte de tabac. Compris. Voilà. Oui. Et donc, il va essayer de vendre du tabac avec tous les arguments fallacieux qu'on connaît, mais dans une période aussi politiquement correcte que celle qu'on vit. Voir ça dans un film, déjà, ça, c'est très réjouissant. Voir ce type qui arrive à retourner les gens avec des arguments, il est super fort en rhétorique et c'est très très drôle. Oui, les dialogues sont formidables et ses meilleurs potes, c'est une fille qui est lobbyiste pour une boîte un fabricant d'alcool et un mec qui est lobbyiste aussi pour un fabricant d'armes. Et ils se font des concours de qui tue le plus en fait dans le monde. Enfin, il y a une espèce de cynisme, de sarcasme qui est vraiment très très drôle. Thank You for Smoking. Les dialogues sont formidables. Un mot très vite sur Love Song, un film avec Scarlett Johansson et John Travolta. Eh ben, il faut le voir pour Travolta, qui est vieux et alcoolo dans le film. Et il est très bien. Oui. En vieux et alcoolo, il est très très bien. Alors Scarlett Johansson, qui est ravissante, comme vous le savez sûrement, elle est orpheline, sa mère meurt, alors elle revient dans la maison de Los Angeles avant la catastrophe. Et elle trouve le vieux Travolta qu'elle connaît pas, et puis un jeune homme là, et elle est très embêtée. Ils ont pas du tout envie de partir, ils ont envie que de la virer. Alors bon, on se doute qu'ils vont s'apprivoiser mutuellement. C'est un peu littéraire pour moi, hein. Mais vous le conseillez quand même pour ceux qui aiment Parce ce que genre. c'est charmant. Bon, c'est tout à fait charmant. On retiendra surtout, si j'en crois les goûts d'Isabelle Motro et Monique Pantel, Quand j'étais chanteur, avec alors. Cécile de France et Gérard Depardieu. Isabelle Motro conseille aussi quand même Thank You for Smoking. Et pourquoi pas, pour aller en famille avec les enfants, voir Ma super ex, et si on est un peu plus intellectuel, Love Song. Et est-ce que Monique a vu Avida? Non. De Benoît de Lépine. Excuse-moi, mais l'affiche m'a fait gerber. Voilà, alors moi je trouve qu'il faut pas s'arrêter à l'affiche et que si on a envie de voir des films complètement indescriptibles et de vivre une vraie expérience de cinéma depuis Buñuel, on n'a pas vu ça. C'est l'équipe de Groland, hein. Il faut aller voir Benoît Avida. de Lépine et Gustave de Kerven, ça s'appelle Avida. Merci Monique Pantel, à vendredi prochain. Bye bye. Allez, vite fait, il nous reste quoi? Même pas 1 minute 30 pour donner quelques coups de cœur ou des nouveautés. Tenez, tiens, je vais offrir à qui perd ses cheveux ici? Parce que c'est le salon de la coiffure, les 16, 17 et 18 septembre à la porte de Versailles. Et on m'a envoyé, mais j'en ai pas besoin parce que moi j'ai une bonne chevelure. On m'a envoyé, c'est nouveau, un patch anti-chute de cheveux. C'est-à-dire que tu le colles sur la tête? ça se met sur le bras et il paraît que ça ralentit Je vais donner ça à mon mec. la chute des cheveux. Ah, parce qu'il perd ses cheveux, votre... Oui, je trouve un petit peu. Ah voilà, merde alors. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Les mosaïcales du rire à Porto Vecchio. Tiens, c'est chez vous ça en Corse, Philippe. C'est pour ceux qui perdent leur Alfonsi. humour. Il y a un patch. Anne Roumanoff, Patrick Bosso, Thomas Sisley et un concours de jeunes humoristes animé par Laurent Boyer. C'est à Porto Vecchio en Corse. J'ai vu que vous aviez un livre ou quelque chose. Oui, moi je voudrais juste dire qu'à Charleville-Mézières, jusqu'au 24 septembre, il va y avoir le festival de la marionnette. Non mais on pense toujours marionnette, guignol, etc. La marionnette, c'est un art sublime. Et là, il y a des gens qui viennent du monde entier pour voir pour montrer Pour aller des à spectacles de Charleville-Mézières. marionnettes. Non, pour voir des marionnettes, c'est magnifique. Je conseille à tous les gens qui sont dans le coin d'y aller. Ce sera le mot de la fin. On vous remercie tous. On se retrouve évidemment lundi à 16h30 pour On va se gêner. Au revoir. Bon week-end sur Europe 1.